Le balado que vous allez déguster est une création originale de Virage Sonore, studio et agence de création de balado à Montréal. Bonjour, vous écoutez L'Appel du Nature, un balado sur le vin nature à Montréal et ses environs, animé et réalisé par Valérie Lefebvre et produit par le studio Virage Sonore. L'épisode que vous allez écouter fait partie de la première saison, enregistrée en 2019-2020 pour choc.ca. Aujourd'hui, on s'entretient avec Ève Rainville et Marc Théberge du domaine Bergeville. On parle de bulles et de la genèse de leur vignoble. Bonne émission! Alors, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter? Oui, alors je suis Ève Rainville, copropriétaire du vignoble le domaine Bergeville, qui est un vignoble que moi et mon conjoint Marc Théberge avons implanté de rien il y a de ça presque 12 ans. Un vignoble de 3 hectares qui est situé dans les plateaux appalachiens. Donc, c'est cette région du Québec, cette région viticole du Québec qui est la plus haute en altitude et qui se prête merveilleusement bien aux bulles. Moi, je me demandais, j'ai lu un peu, puis ça vous a pris 11 ans avant de concrétiser votre projet. Est-ce que c'est bien ça? Oui, donc on était, au tout début, on était en maîtrise tous les deux à UBC. À Vancouver, et je venais de lire un livre sur comment s'assurer d'une belle retraite confortable, dont un des trucs était de mettre de l'argent de côté, finalement, dès qu'on commençait à en faire, peu importe la quantité d'argent qu'on faisait, peu importe notre salaire du moment. Et donc, je propose à Marc, on est encore étudiant, on s'entend, je lui propose de commencer à mettre le plan en marche. Et il a un peu ri de moi, là, de façon très affectueuse, en disant finalement, on est étudiant, on pourrait peut-être se préoccuper de nos fins de semaine, du plein air qu'on peut vivre à Vancouver au lieu de penser à la retraite. Mais j'ai dit, écoute, peut-être qu'un jour, cet argent qu'on met de côté maintenant pourra servir à avoir un vignoble. Et là, j'ai vu ses yeux vraiment s'allumer. J'ai vu que là, ça lui parlait. Puis le projet donc de vignoble était né comme ça. Et c'est au fil des années, pendant ces 12 ans-là, où on a travaillé et vécu un peu partout dans le monde, qu'on a réussi à mettre assez d'argent de côté pour finalement acheter une terre en Estrie et partir le vignoble. Bon, ben pendant ces 11 ans-là, comment on se prépare à ouvrir un vignoble? Ben en fait, on goûte à des vins, c'est sûr. On visite des régions viticoles. On parle à des vignerons. On essaie de comprendre là, pourquoi dans cette région-là, c'est comme ça que les choses se passent. Pourquoi ces cépages-là, ils poussent bien là, puis pourquoi on les retrouve pas ailleurs. Ensuite, on affine nos goûts. Il y a des choses d'emblée qu'on découvre qu'on aime plus que d'autres. Et c'est vraiment important quand on part un vignoble de produire quelque chose qu'on aime. Alors, donc ça précise un peu ce que notre passion semble nous indiquer de faire. On lit beaucoup. On est tous les deux des gens autodidactes. On travaillait en recherche et développement là, dans nos carrières antérieures. Donc, vraiment habitués à apprendre à propos d'un nouveau sujet de façon autodidacte et à contacter des gens si on avait des questions et tout ça, puis à devenir expert dans une matière assez rapidement. Donc, on lit beaucoup, on suit des cours si on peut. L'idée de passer 4 ans en Californie à UC Davis, j'en ai parlé à Marc à un moment donné, mais il y avait comme trop hâte de mettre le projet en branle pour se permettre de mettre une pause de 4 ans sur le projet. Donc, on n'a pas une formation élaborée dans le domaine, soit de la viticulture ou l'énologie, mais au fil de nos rencontres, de nos lectures, avec les gens avec lesquels on travaille, nos consultants, qui eux ont la formation, tout ça fait que on se sent plus outillé que moins, mais ça reste un coup, c'est comme plonger dans le fond, dans une rivière qu'on connaît pas, puis dire advienne que pourra. Là, oui, on a la base, on sait comment nager, mais on sait pas quel genre de courant on va rencontrer. Là. Qu'est-ce qui vous amène à acheter ou vous avez acheté en ce moment? Ça a été un processus de sélection. Alors, quand on s'est assis tous les deux puis qu'on a dit bon là ce serait peut-être temps d'arrêter de mettre de l'argent de côté puis d'aller de l'avant, on habitait à ce moment-là en Angleterre. Et puis la première décision
qu'il a fallu prendre, c'était où ce vignoble dont on rêvait depuis plusieurs années allait aboutir. Donc, tout était possible. On est vraiment là. On parlait tout à l'heure on est des Québécois, mais je me décris vraiment plus comme une citoyenne du monde parce que justement, on a vécu un peu partout dans le monde. Donc, l'idée de rester en Angleterre puis de s'installer dans le sud de l'Angleterre, dans les régions très crayeuses de l'Angleterre pour faire du vin, ça nous parlait beaucoup. On aurait pu aller en Europe, on aurait pu aller en Nouvelle-Zélande, mais finalement, à cause des fonds, surtout, et parce que l'accès à la propriété en Europe, c'est très important. C'est très difficile, mais aussi pour des raisons personnelles, parce que nos familles sont d'ici, on a choisi de venir s'installer au Québec. Donc, ça a été la première décision qu'on a prise. Et là, il y a Marc qui se joint à nous. Oui, c'est ça. Assis-toi. Donc, Valérie, bienvenue. Enchantée. J'étais en train de dire que on est en Angleterre, on jase du vignoble et la première chose qu'on décide de faire, c'est de venir s'installer au Québec. Ensuite, la deuxième question, c'était bon, OK, qu'est-ce qu'on va faire au Québec? Et puis, c'était à ce moment-là qu'on s'est mis à goûter, mais vraiment les vins québécois. Là, on avait goûté aux vins d'ailleurs, de partout. Le Québec commençait à en faire. Bon, pas commençait, mais avec quelques vignobles. Et donc, on a fait une tournée, on a goûté, puis on a détecté à travers nos découvertes, que le potentiel vinicole du Québec résidait vraiment dans les vins où le niveau d'acidité de raisin requis doit être assez élevé. Donc, les vins de glace, les vins mousseux. C'était finalement les deux types de vins qui, selon nous, se portaient parfaitement bien à notre climat. Et donc, à ce moment-là, il y avait beaucoup de vignobles qui produisaient du vin de glace, très peu qui produisaient du vin mousseux. C'était aussi important pour nous, là, dès le départ, d'avoir un vignoble biologique, travailler en biodynamie. Donc, le produit de vin de glace, c'est un produit surtout exporté à l'extérieur du Québec, dans le contexte d'un empreinte carbone minimale, des choses comme ça. Ça avait comme plus de sens d'aller vers le vin mousseux. Donc, on avait le choix entre les deux, puis on a dit, bon, allons-y, lançons-nous dans le vin mousseux. On aime ça. Pas plus que d'autres types de vins, mais on est super excité à l'idée de vinifier un produit qui est vraiment compliqué à vinifier. Puis il va y avoir un défi supplémentaire qu'on va aimer avoir. Et donc, c'est ça. On a décidé de faire des bulles au Québec. Après ça, je vais passer le micro à Marc, puis il va continuer l'histoire. Ben c'est ça. Suite à ça, justement, fallait non seulement on a décidé qu'on faisait des bulles, mais là la question suivante, c'est où est-ce qu'on fait ça? Le Québec, c'est grand. Fait que c'est où qu'on pense qu'on est capable de faire la meilleure bulle au Québec. Puis là, c'est là qu'on s'est mis à faire de la recherche sur les cartes climatologiques, les cartes pédologiques, donc les types de sols, puis essayer de trouver l'endroit où est-ce qu'on pense on va avoir le meilleur terroir pour pouvoir faire de la bulle. Fait que les choses qui sont importantes à se souvenir, c'est que les meilleures places qui font de la bulle dans le monde sont souvent plantées sur de la roche calcaire. La roche calcaire amène la minéralité puis tous les beaux arômes qu'on aime avoir dans des mousseux. Fait que la première des choses qu'on a faites, c'est qu'on a essayé de trouver les endroits où est-ce qu'il y avait de la roche calcaire au Québec. La deuxième chose, c'est qu'on a remarqué, c'est que pour faire des bonnes bulles, ça prend un mûrissement lent du fruit. Donc, des journées relativement chaudes, mais des nuits fraîches pour justement ralentir le mûrissement du raisin. Puis, fait que là, on a commencé à regarder, OK, c'est où qu'on peut avoir ce type de truc-là. Puis, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés sur les plateaux appalachiens, donc vraiment dans les régions les plus élevées en altitude au Québec. Donc, on est vraiment au niveau viticole dans les régions les plus élevées. Ça nous confère des nuits très fraîches, puis des belles journées ensoleillées. On a à peu près la même longueur de saison que les gens à Denham. Par contre, nous, on dort bien chaque nuit, tandis qu'eux autres, ils ont besoin d'un bon air climatisé pour bien dormir. Fait que ça, c'est un des avantages de l'endroit qu'on a choisi. Mais une fois qu'on a fait ça, ben là, il reste encore les cépages, hein, parce que, tu sais, veut pas,
il y a beaucoup de recherches à faire. Tu sais, c'est pas comme en France parce que tu vas voir le sage du village, tu lui demandes quoi planter où, puis il va te montrer c'est quoi qu'il faut qu'il soit fait. Au Québec, c'est vraiment pas le cas. Fait que là, on s'est mis à faire des essais de cépage. Au départ, on a planté 13 différents cépages pour essayer de voir c'était quoi leur potentiel en bulles, parce que faut se rappeler que quand nous, on a commencé, il y avait très peu de bulles qui se faisaient au Québec. C'était surtout de la bulle qui était faite à base de Céval et de Vidal, et qui sont des vignes qui sont vraiment semi-rustiques. Donc, il faut protéger l'hiver, tout ça. Et puis, si vous avez eu la chance d'aller visiter les plateaux appalachiens, vous allez vous rendre compte que c'est pas de la terre sableuse, c'est plutôt de la roche terreuse. Comme il y a beaucoup de roches avec un petit peu de terre entre les roches. Fait que quand on vient pour buter les vignes, comme c'est souvent le cas dans les régions un peu plus près de Montréal, ben c'est quasi impossible de le faire parce qu'il y a juste trop de roches. Fait qu'on pouvait pas, le principe du butage, c'était vraiment pas une option pour nous. Fait que aller planter de la vigne... Je vais t'interrompre. Pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas le principe du butage. Ah, bon, oui. C'est une très bonne question. Donc, l'idée, c'est que pour faire survivre la vigne aux hivers très froids qu'on a au Québec, ben les vignerons québécois ont inventé le principe du butage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils palissent les vignes très, très basses de façon à pouvoir les enterrer pendant la saison hivernale. Donc, à l'automne, on enterre les vignes. Au printemps, on passe et on déterre chaque vigne de façon à pouvoir avoir du fruit. Puis le sol ayant un pouvoir isolant assez grand, va protéger la vigne pendant l'hiver. Bon, ça marche bien quand on est dans le sable, dans des régions sablonneuses, mais quand on est dans des régions où est-ce qu'il y a juste de la roche, c'est moins évident. Ça l'abîme beaucoup les pieds de vigne, fait que c'était vraiment pas une option pour nous. Fait que c'est pour ça qu'on s'est retourné vers les vignes qui étaient dites rustiques, donc des cépages qui sont capables d'endurer moins 30 à moins 35 degrés sans trop se plaindre. Donc, du moins, c'était la théorie. Fait qu'on a planté 13 cépages rustiques au départ. Puis, on a fait des essais de vinification. Là, je pense qu'Ève, elle veut dire son mot. Fait que je vais y laisser dire son mot. Je veux juste revenir sur qu'est-ce qu'on entend par une vigne rustique. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment des types de vignes qui ont été développés pour le Québec. Mm-hmm. Et ce sont des croisements entre les vignes plus connus, là, vinifera, chardonnay, pinot, etc., et les vignes indigènes du Québec. Donc, des vignes qui poussent à l'état sauvage depuis toujours. Donc, dans leur génétique, ces vignes-là ont une résistance au froid, au climat, qu'on retrouve dans nos vignes rustiques. Mais comme telles, ces vignes-là peuvent pas faire du très bon vin parce que le raisin est extrêmement acide et très peu juteux. Alors, en croisant nos vignes indigènes aux vignes européennes, ben on va chercher tout le côté organoleptique intéressant des vignes européennes. Donc, pour nous, travailler avec les vignes rustiques, c'était de travailler avec la nature, avec ce que la nature nous donnait, mais dans une contrainte de faire du vin. Parce que je pense qu'il me semble qu'il y a rustique, semi-rustique, vitis vinifera, je sais pas quoi. Le rustique, semi-rustique, dans le fond, c'est juste une façon de décrire comment la vigne est capable de supporter le froid. Donc, fait que si on parle de rustique, semi-rustique, il pourrait y avoir des vinifera rustiques, il pourrait y avoir de la riparia rustique. La riparia, c'est la vigne sauvage du Québec. Donc, il pourrait avoir entre autres, la riparia est rustique parce qu'elle pousse au Québec puis elle se plaint pas. Mais quand on parle de rusticité, c'est vraiment le potentiel de survivre au froid des vignes. Après ça, quand on parle d'hybridation, l'hybridation, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? C'est le principe d'hybridation est connu chez les agriculteurs depuis toujours. C'est qu'on va prendre une fleur d'un type de vigne, puis on va le mélanger avec le pollen d'un autre type de vigne. On va ramasser les petits pépins de raisin, on va semer ça. On va regarder qu'est-ce qui pousse, puis on va continuer à faire des croisements comme ça. Donc, on peut faire des croisements à l'intérieur d'une même famille. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec à peu près tous les cépages dits européens, les vinifera. Mais on peut faire aussi des croisements interfamilles. Et c'est là qu'on appelle les vignes hybrides, dans le sens que on va chercher des caractéristiques d'une famille, puis on va essayer de les croiser avec une autre famille pour aller chercher un peu le meilleur des deux. On peut se retrouver aussi avec le pire des deux. Mais
Mais c'est le principe d'hybridation, c'est dans le sens qu'on fait des sélections basées sur qu'est-ce qu'on retrouve comme caractéristique. Fait que la vigne hybride, c'est pas quelque chose qui a été inventé en laboratoire au GM, là. Dans le fond, la vigne hybride, c'est simplement des croisements entre deux familles de vignes. Fait que ça peut être la croisement entre Vinifera piriparia ou entre Vinifera estivalis ou la Brusca. Il y a différentes familles de vignes qui poussent dans le monde, puis la vigne hybride, ça veut juste dire ça. Fait que là, du moment où est-ce qu'on a planté, qu'on fait des tests, qu'est-ce qu'on sélectionne? Et Ben là, ça fait combien de temps? Fait que là, on dit que ça fait 12 ans. On est en quelle année à peu près, là? Ben là, on est arrivé en 2008. On s'entend qu'on a planté 13 cépages en 2009. La vigne, avant de nous donner un peu de raisin, il faut attendre au moins 3 ans. Donc, on se retrouve à l'automne 2011, où est-ce que c'est la troisième, on appelle ça la troisième feuille sur notre vigne. On se retrouve avec un petit peu de raisin. On prend ces raisins-là, on fait des micro-vinifications, donc on fait en petite batch parce qu'on a très peu de raisins. On fait des essais, puis là, on se rend compte qu'il y a des cépages qui sont faits pour la bulle, puis il y en a qui sont pas vraiment faits pour la bulle. Fait que là, ces cépages-là, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va les arracher et on va les remplacer par des cépages qu'on pense qu'il y a du potentiel. Là, à ce point-là, on a juste récolté le raisin puis on a commencé à faire du vin. On n'a pas encore de la bulle finie parce que dans le processus de faire une méthode traditionnelle, on commence par un vin de base. Ensuite de ça, quelques mois plus tard, on va faire ce qu'on appelle la prise de mousse. Prise de mousse, ensuite, on va faire vieillir ce vin-là un minimum de 15 mois sur latte avant d'avoir le résultat. Donc, on est parti en 2009 avec les premières vignes. 2011, on a récolté les premiers raisins. On a vu vraiment les résultats en 2013. Vous parlez de biodynamie. Moi, les domaines que je vois sont souvent biodynamie. Quand que je lis un peu là-dessus, je trouve que c'est un peu de l'homéopathie pour vigne. Il y a un truc qui est genre pseudo-scientifique, mais en même temps, moi, je parlais avec un sommelier qui m'expliquait ça durant les temps des fêtes. Comme quoi, tu sais, la lune, le reflet, etc. Est-ce que vous pouvez me faire rapidement une petite... c'est quoi la biodynamie? La biodynamie, selon moi, c'est beaucoup plus une philosophie qu'un livre de recettes. Dans le sens que en biologique, on essaie de travailler le plus naturellement possible. En biodynamie, on essaie de créer vraiment un écosystème qui va s'autosuffire. L'idée derrière la philosophie de la biodynamie, c'est de rendre quelque chose durable à très long terme. Donc, si on implante des vignes et si on s'assure que dans le milieu où est-ce que la vigne pousse, elle va réussir à trouver tout ce qu'elle a besoin pour être en santé, on assure la pérennité de notre domaine. C'est un peu ça la philosophie derrière. Bon. La biodynamie nous a amené un paquet d'outils comme le calendrier lunaire, le calendrier des jours de travaux, fruits, feuilles, etc. Nous a apporté aussi des préparats pour aider à dynamiser des trucs. Moi, je le vois un peu comme ça. C'est un coffre à outils de plus que j'ai dans mon arsenal, mais à la base, c'est vraiment la philosophie de faire quelque chose de créer un écosystème, de voir mon vignoble comme si c'était un être vivant et de m'assurer de le rendre le plus en santé possible et le plus épanoui possible. Puis je me demandais, vous parliez que vous aviez voyagé, etc. Est-ce que maintenant c'est vous qui vinifiez ou vous avez un maître de chai? Non, on est 100% à deux dans ça. Donc, les vinifications ont toujours été conduites par moi depuis le début. C'est sûr qu'on s'est entouré de professionnels. On a un énologue conseil qui nous conseille quand on a des problématiques. Mais dès le début, c'est nous qui... on a les mains dedans à 100%. C'est ça qu'il faut. Il y a autant dans la cave que dans les vignes là, également. Là, on est vraiment présents du début à la fin. Ouais, c'est ça, parce que quelque chose qui est super important pour nous, puis je le dis à chaque personne que je rencontre, le vin, il se fait pas dans le chai. Le vin, il se fait dans le champ. Nous, on passe 90% de notre temps dans le champ parce que si on a du bon raisin, si on a du raisin qui est en santé, qui a
qui pousse de façon le plus naturelle et épanouie possible, ben on n'a pas rien à traficoter en cuve parce que ben la levure indigène, elle va être là, on va avoir de la bonne levure indigène qui va bien travailler nos raisins, nos mous, puis après ça tout le reste se fait tout seul. Donc 90% de l'ouvrage se fait dans le champ. Ceux qui disent que ça se fait dans le chai, pas convaincus. Puis est-ce que, parce que bon, là, ça fait 12 ans, est-ce que vous avez vu les changements climatiques? Est-ce que vous avez vu une répercussion sur votre raisin? Ben oui, mais juste donner un exemple, c'est que nous, quand on a fait notre plan d'affaires au départ, moi j'avais regardé les cartes climatologiques puis les données climatologiques des 100 dernières années, puis on s'était rendu à l'évidence qu'on gèlerait peut-être une année sur 7 ans au printemps, un gel de printemps dans la région spécifiquement où est-ce qu'on était. Bon, fait qu'on arrive, fait qu'on a dit, ben si on gèle une fois par 7 ans, en théorie, on est capable de survivre à ça si on fait nos affaires comme il faut. Par contre, quand on est arrivé là, 3 ans après, on a gelé. Ah, OK, bon, on devrait être bon pour un autre 7 ans avant de geler. Non, la 4e année aussi, on a gelé. Là, après ça, la 5e année aussi, on a gelé. Fait que là, on a dit, ben là, il y a un pattern, là. C'est comme, on peut pas compter sur les données historiques au niveau du climat. Et c'est là qu'on a commencé à s'équiper solidement pour contrer les gels de printemps parce que, évidemment, c'est pas vraiment viable quand tu perds la moitié de ta production en une nuit de gel. Fait que, mais c'est ça, mais... Ben, en fait, un autre exemple, c'est au niveau de l'hivernisation, de la protection hivernale. Le choix de vignes qu'on a fait au départ, c'était un peu parce qu'on se disait on n'a pas besoin de les protéger l'hiver, on va pouvoir prendre ça un peu plus mollo. Bon, c'est pas le cas, mais c'est pas grave, c'était ça l'idée originale. Sauf que avec le temps, on s'est rendu compte que sans les protéger, ces vignes-là, ce qu'on leur faisait subir pendant l'hiver en termes de froid, les rendait moins résistantes au début de la saison et pendant la saison. Donc, notre idéal de les rendre, de rendre leur santé dans le top, là, avec nos principes biodynamiques et tout ça, ça avait des limites parce que en partant, la vigne partait faible. Donc, on en est venu à la conclusion qu'il fallait les protéger, nos vignes rustiques, nos vignes hybrides, même si, en théorie, on n'a pas besoin. Et ça fait qu'elle commence la saison en meilleure santé. On peut donc aller chercher du meilleur raisin ultimement de nos vignes. Donc, c'est des longs processus. Là. On parle de cycle annuel. À chaque fois qu'on fait une observation, on regarde qu'est-ce qui se passe. Là, ensuite, on le voit dans le vin 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard. Donc, c'est un long cheminement. J'ai des petites questions que je pose à tous mes invités. Vous avez un parcours qui est quand même... vous avez eu plusieurs rencontres. Est-ce qu'il y en a une en particulier qui vous a marqué? Oui. Il y a une personne oui. Ben, on a rencontré plein de gens dans nos parcours, mais moi, personnellement, j'ai été très touché. L'an passé, on a eu une vigneronne de Champagne qui a décidé de venir faire un stage chez nous. Dans le fond, c'était un petit peu utopique de penser que j'étais maître de stage de quelqu'un qui était né dans le Champagne, mais puis cette rencontre-là était vraiment magnifique. On a tissé des liens. Elle nous a appris tellement. Et je pense qu'on lui a aussi montré la réalité de ce que c'est faire de la vigne au Québec, parce que pour beaucoup de Français, c'est un peu utopique là. Qu'est-ce qu'on fait ici. Puis ils réalisent pas toujours les problématiques que nous on a comparativement à. Je dis pas que c'est facile en Europe là, c'est pas facile pour personne de faire de la vigne, mais les réalités sont quand même assez différentes. Puis oui, je lève mon chapeau à ce que ce domaine-là fait en Champagne, parce qu'ils font des très très belles choses. Mais l'échange qu'on a eu a été fantastique. Nous, ça nous a donné des pistes de comment améliorer nos produits, d'aller chercher des trucs qu'on faisait juste se questionner. On savait qu'il fallait faire, mais on n'avait pas de piste de comment commencer. Et puis, c'était une superbe rencontre là, à plein de niveaux.
Et cette jeune dame-là, ses parents sont venus la rejoindre au Québec suite à son stage et on les a reçus à souper. Et c'est pendant le souper que on expliquait qu'on aurait aimé avoir des vins de réserve, mais qu'on manquait d'espace. On n'avait pas de cuve qui était disponible pour se garder des vins de réserve comme en Champagne. Et c'est là que le papa de Julie a dit, ben chez nous, on fait des petites mousses, donc on met du vin en magnum, puis on garde ça... c'est notre storage, c'est notre façon de se faire des réserves. Alors, si vous manquez de cuve, les magnums, vous pouvez les réutiliser une fois que vous les videz, puis ça va très bien. Et cette idée-là, ben, elle a fait son chemin. Et en 2018, on pensait qu'on se faisait une réserve. Mais en goûtant aux produits, donc une petite mousse, c'est dans le fond notre vin de base qu'on met dans un contenant, une bouteille, là, et on lui fait, on fait subir une petite fermentation qui va créer un peu de pression, une petite mousse, d'où le terme petite mousse dans la bouteille. Donc ça va conserver le vin sur une longue période puisque le vin est fermé, là, c'est un milieu fermé. Et cette petite mousse-là, on y goûte pour s'assurer quelques mois plus tard là, que tout s'est bien passé dans le magnum. Et on a trop aimé le produit comme tel. On s'est tous regardés, on s'est tous dit mais c'est trop bon. Il faut en faire profiter les gens. Donc c'est comme ça qu'est né le plus petit que, qui est un genre de une bête à part là, qui est difficile à expliquer, mais ceux qui connaissent les Colfondo vont savoir c'est quoi. C'est un Colfondo québécois si on peut dire, mais j'ai pas le droit d'utiliser le terme Colfondo parce que c'est une appellation réservée. Mais c'est comme ça que le plus petit que est né. Et jamais on aurait pensé faire ça, ou on y aurait peut-être pensé, mais en tout cas, ça a été plus rapide. Puis c'est grâce au papa de Julie que... Donc c'est les champagnes de Souza dont on parle, qui est un vignoble en biodynamie en Champagne. Cool. Ben, en fait, tu me disais que vous étiez en recherche et développement. Vous êtes toujours en recherche et développement? Ah oui, c'est continue chez nous. On peut nous sortir du domaine scientifique, mais on sort pas le scientifique de dedans nous. Non. Une autre question rapide. Une bouteille qui vous a marqué? La cuvée mycorhize des champagnes de Souza. Il va falloir qu'on mette là. Est-ce que c'est importé ici? Il y a peut-être moyen de trouver quelques bouteilles dans les celliers de la SAQ, mais c'est quand même pas facile à trouver. Bon, ben, je vais noter ça pour mon voyage. Un vin qui serait disponible peut-être en sac, justement, que vous recommanderiez? Un vin, une bulle ou... Comme vous voulez. Ben, n'importe quel champagne de Souza sont... À mon goût, à moi, c'est excellent. Mais juste blague à part, là, il y a une cuvée qu'on a découvert par hasard avant Noël. Je pense que c'était la cuvée du chat, qui est disponible quand même beaucoup là, mais en cycle de ces temps-ci en SAQ. Puis c'était... J'étais allée faire les achats. D'habitude, c'est Marc qui s'en occupe. Puis là, cette fois-là, c'est moi qui étais là. Puis je dis j'ai demandé au conseiller, bon, qu'est-ce que tu me proposes? Puis là, il me parlait de ça. Il dit, ce vin-là, c'est bon, c'est un vin nature. Puis les vins nature, des fois, ben, ils sont déviants un peu. Puis ça nous dérange. On aime faire, oui, on fait du vin nature, mais on le fait bien. Puis ça n'a pas besoin d'être déviant parce que c'est nature. Alors, j'étais comme, bon, je le prends dessus. On a toujours ces discussions à table, puis on finit toujours par être... Ben, pas toujours, mais des fois, on finit par être déçus par ces vins nature. Fait que je dis, bon, je prends une chance, je l'achète. Fait qu'on a ouvert la bouteille quelques jours après. On était à table avec notre garçon, puis j'ai vu Marc qui a goûté, puis il a dit... Wow, je l'aime celle-là. Wow, c'est un vin nature que je peux dire que j'aime. Fait que le lendemain, il est allé vider les tablettes de la SAQ, puis à chaque fois qu'il en voit sur les tablettes, il en rapporte quelques bouteilles. Donc c'était comme ça l'a peut-être comment dire c'est quoi le terme là, mais réconcilié. Réconcilié, voilà, avec les vins nature. Petite dernière question en terminant, où est-ce qu'on peut vous trouver? Ah, ça, c'est une excellente question. Donc, on va pouvoir nous trouver sur les tablettes des SAQ Sélection, surtout. Un peu partout, donc, mais surtout, évidemment, Montréal, Québec, bien qu'on commence à être en région aussi, parce que Boire a des représentants un peu partout, et donc, on commence à s'étendre. Donc, en SAQ. En épicerie spécialisée également. On est dans une 40aine d'épiceries, encore une fois, partout dans la province. Beaucoup à Montréal, Québec, mais encore une fois, la Rive-Sud,
Un peu moins dans le nord, là, parce que c'est un territoire un peu plus difficile. Il faut livrer nous-mêmes en épicerie fine, ce qu'on n'a pas besoin de faire en SAQ. Donc, ça limite un peu le territoire. En restaurant, évidemment, on est dans plus de, je dirais à ce point-ci, 250-300 restos de la province. Et là, on va vraiment de Gaspé à l'Outaouais, à Alma, donc on est partout. Et puis, en Ontario, on peut nous trouver dans quelques super bons restos de l'Ontario grâce à Boire Canada, qui est la filiale canadienne de Boire. Et on espère bien un jour, bientôt, se retrouver peut-être à New York ou ailleurs qu'au Canada, à l'extérieur du Canada, mais ça reste à voir. Ben, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Pareillement. Bye. Vous venez d'écouter L'Appel du Nature, un balado sur le vin nature à Montréal et ses environs, animé et réalisé par Valérie Lefebvre et produit par le studio Virage Sonore. Si vous voulez rien manquer des prochains épisodes, je vous invite à vous abonner au balado sur votre plateforme d'écoute préférée ainsi qu'à la page Instagram. Le balado que vous venez de déguster est une création originale de Virage Sonore, studio et agence de création de balado à Montréal.